Comment dire c'est une façon de présenter les choses de manière générale, le combat de la France contre le terrorisme et pour la démocratie, qui est, peut-être qu'on peut en parler, qui est épouvantablement fallacieuse, car en réalité, je vais être parfaitement clair là-dessus, la présence militaire française au Mali, en aucun cas, ce n'est pour combattre le terrorisme et pour défendre la démocratie. Ça, c'est de la communication de la part des autorités françaises et de la part de l'armée française. Enfin, de l'armée française, entendez-moi bien, je parle de l'armée en tant qu'institution, je ne parle pas des soldats. Mais les motifs réels ne sont pas ceux qu'on nous raconte. En fait, mais je voudrais simplement revenir, si vous le voulez bien, sur les motifs invoqués et les motifs réels, parce que ça me paraît important à souligner. D'abord, est-ce que c'est pour combattre le terrorisme islamiste? Ben non. Ça se prouve facilement. Le Qatar est un financeur massif du terrorisme et pourtant, il n'y a pas d'intervention militaire française au Qatar. Vous voyez? Donc, c'est pas ça. Est-ce que c'est pour combattre... Il y a moins de poches de djihadistes au Qatar qu'au Sahel mais je vous parle sur le terrain. En termes de dangerosité, de propagation du terrorisme, le Qatar est infiniment plus dangereux que les combattants du nord du Mali. Vous comprenez? En termes de danger et pourtant, il n'y a pas d'intervention militaire française au Qatar. Donc, c'est pas pour ça. C'est pas non plus pour combattre l'islamisme. Parce que une grande puissance islamiste, dangereusement islamiste aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, la France lui vend des armes. C'est pas non plus pour rétablir la démocratie ou pour défendre la démocratie au Sahel, parce que, je sais pas vous l'apprendre, au Sahel, l'armée française bombarde les rebelles qui combattent la dictature de Déby au Tchad. Donc la France n'est pas un défenseur de la démocratie au Sahel, ça n'est pas vrai non plus. Donc une fois qu'on a éliminé toutes ces pistes-là, qu'est-ce qui reste comme véritable motif? J'allais vous poser la question. C'est simple, c'est pour protéger l'accès de certaines grandes firmes françaises aux ressources stratégiques du Sahel. Je vais vous prendre deux exemples pour que ce soit... C'est dommage qu'on n'ait pas une carte, ce serait plus clair pour les gens qui regardent. On aurait dû la faire avant, mais peut-être qu'on en a, si on m'entend en régie, éventuellement. En fait, si vous regardez la carte du Mali, et puis vous avez la Mauritanie, et puis vous avez... le Niger. Si vous regardez attentivement, au Niger, vous avez Areva qui exploite des gisements d'uranium en particulier pour les centrales nucléaires françaises. Et en Mauritanie, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'exploitation du pétrole par une firme qui est Total. Et entre ces deux zones, vous avez quoi? Vous avez le nord du Mali, où vous avez une situation de révolte. Donc oui, effectivement, il y a un intérêt direct qui est de l'ordre de l'accès des ressources, qui est un intérêt donc géoéconomique, si vous me passez l'expression. Et donc c'est ça le motif fondamental de la présence militaire française au Sahel, parce qu'ils ne sont pas qu'au Mali, et non pas des considérations sur la défense des droits de l'homme. Tous les hommes qui se sont penchés sur le Sahara ont estimé que d'immenses richesses dorment aujourd'hui sous le sable. Richesses minières, richesses pétrolières. Mais les moyens techniques financiers à mettre en œuvre pour l'exploitation rationnelle de ces richesses sont d'une importance telle qu'aucune des régions limitrophes n'est capable de les réunir seule. Précisément, Monsieur le Ministre, que peut-on attendre dans les prochaines années de la mise en valeur du Sahara? Nous attendons beaucoup de la mise en valeur rationnelle des régions sahariennes. Mais je voudrais vous dire, ou plutôt recommander à tous, la prudence. Le Sahara, en effet, regorge de beaucoup de richesses. Mais pour le moment, pour l'instant, ce sont des richesses mortes. Il nous faut des moyens financiers, des concours techniques, du travail. Néanmoins, nous sommes en droit de dire que le Sahara, rationnellement exploité, peut constituer des sources immenses de richesses, non seulement pour les habitants du Sahara, pour les populations riveraines, mais également pour l'ensemble de l'Union française. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est la source de pétrole, la source énergétique, si capitale à l'indépendance politique de la France et partant de l'ensemble franco-africain. Nous voulons en effet, par l'exploitation des richesses pétrolières, rendre à la France
et à l'ensemble de l'Union française leur indépendance vis-à-vis de l'étranger en matière énergétique. C'est un facteur très important dont il faut tenir compte quand on songe à la mise en valeur des régions sahariennes. Qui aura l'Afrique dominera le monde. C'est une vérité. Parce que qui aura l'Afrique sera maître des matières premières dans le monde. Soit qu'il développe ces matières, valorise ces matières premières pour son économie, ou soit qu'elle empêche que sa matière première parvienne au camp adverse. Et vous savez que l'histoire de la guerre contre le terrorisme en Afrique, la version officielle, présentée, entretenue, financée à travers des médias, des instituts, des ceci, cela, elle donne très peu d'espace à une expression pour une autre analyse, pour voir autre chose. C'est-à-dire que dans cette guerre du terrorisme, il y a deux points qu'il faut bien voir. C'est-à-dire, c'est quoi réellement cette guerre? Ce qui est agité, comme je dis, l'écran médiatique, là, mettons-le de côté. Regardons concrètement. L'enjeu, c'est quoi d'abord? Parce qu'il faut aussi s'entendre sur cet enjeu dont on ne dit pas. C'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est quoi, les bandits terroristes, là? Non. L'enjeu, c'est cet espace. Qui part de quoi? Qui part des champs gaziers de l'Algérie, du gaz, que la France prend pour son chauffage, et qui traverse et qui va de l'autre côté, l'autre extrémité, c'est quoi? C'est le Niger, et c'est les mines d'Areva. Mines d'Areva. Les mines d'uranium d'Areva, que la France achète à très bon prix, et 2 ampoules sur 3 en France s'allument et marchent grâce à l'uranium du Niger. Cet espace est sujet aujourd'hui à des convoitises. Ça, c'est indéniable. Aujourd'hui, la Chine est toute puissante, elle arrive. La Turquie est en Libye. Les Russes sont en Libye. L'Iran s'intéresse de plus en plus aux mines d'Areva, aux mines de l'uranium, d'uranium. 3 fois le président iranien a été au Niger pour des comptes. Ils veulent des exploitations d'uranium. Donc la France, elle est inquiète parce que cet espace-là de tout temps, c'était contrôlé par la France. Eux, et surtout, les richesses qui sont dans ces sous-sols exploitées par la sont France. Même pas exploitées, M. Niang, mais gardées en réserve. C'est gardé en réserve. Si ils veulent, ils disent que non, il n'y a pas de financement d'exploitation. Non, c'est pas exploité. Mais seulement, ils disent qu'on ne veut pas les exploiter. Mais on veut vous empêcher, vous aussi, Africains, de les exploiter. Parce que, sinon, si on vous laisse, les Russes vont venir vous proposer quelque chose, vous allez dire oui. Les Turcs vont vous proposer, les Chinois. Mais si vous sortez tout, nous, on a quoi? Donc, personne ne touche à cette zone. C'est une zone qu'on garde en réserve. Pour pouvoir justifier nos déplacements, il faut bien justifier que le Mali accepte une base militaire chez lui. Il n'en avait pas. Mais donc, il faut augmenter, articuler et présenter de manière dangereuse cette affaire. Janvier 2013. 4000 soldats français sont déployés au Mali. Leur mission, arrêter l'avancée vers Bamako de rebelles djihadistes et indépendantistes touaregs. Les Français ne sont plus les seuls à avoir des intérêts dans la région. Ils doivent maintenant composer avec les investisseurs chinois et de nouveaux venus, les Américains. La France-Afrique est devenue le monde-Afrique. Car l'Afrique est maintenant un pion essentiel sur l'échiquier mondial du XXIe siècle. De la Libye à la Centrafrique et du Soudan du Sud au Mali du Nord, les conflits, la terreur et le chaos se sont répandus sur tout le continent. Au cœur de cet embrasement, un territoire est stratégique, le Sahel. Cette vaste région qui englobe le Sahara au nord et les savanes au sud est devenue le nouveau front de la guerre internationale contre le terrorisme. Mais le récit officiel de la guerre contre la terreur masque-t-il une bataille d'une toute autre envergure?
Il y a des ressources en abondance. Il y a du gaz, du pétrole, du coltan, de l'or, du cuivre, et la liste ne s'arrête pas là. Toute la période actuelle est marquée par ce qu'on pourrait appeler « a new scramble for Africa », c'est-à-dire un nouveau partage de l'Afrique. La guerre pour contrôler les ressources du XXIe siècle a déjà commencé. Déjà au XIIIe siècle, l'Empire du Mali s'étendait sur une grande partie de l'Afrique occidentale. Il était fabuleusement prospère. Le sel, l'ivoire et l'or en avaient fait un carrefour majeur du commerce de l'époque. Mais très vite, ces richesses ont attisé les conquêtes. Nous avons le sentiment d'être en continuité d'une histoire. Nous sommes la transition entre l'Afrique du Nord et l'Afrique qui touche l'océan, l'Afrique forestière. Et donc, ce point de vue fait que nous avons une position stratégique essentielle. Qui contrôle le Mali contrôle l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire l'Afrique. C'est une position, c'est absolument clair. Et donc, cet espace devient un espace de convoitise. Dans les années 60, la découverte de gigantesques réserves de pétrole dans le golfe de Guinée attire un nouvel acteur dont les besoins sont énormes. Les États-Unis. Les États-Unis investissent économiquement, mais aussi militairement sur le continent africain, devenu le nouveau champ de bataille de la guerre froide. Pour contrer les intérêts soviétiques, les Américains soutiennent secrètement des rébellions armées en Éthiopie et en Angola. Après l'effondrement de l'Union soviétique, les États-Unis restent la seule superpuissance au monde. Ils lancent en 1992, dans le cadre de l'ONU, une intervention dite humanitaire dans la Corne de l'Afrique, un territoire hautement stratégique. Ils envoient en Somalie 28 000 soldats dans le but de mettre un terme à une guerre civile. L'opération, qui prend fin 2 ans plus tard, se termine par un désastre. Des soldats américains sont capturés et tués, et les images de leurs corps mutilés sont diffusées par les médias du monde entier. Pour les États-Unis, c'est une humiliation. L'armée se retire. En 2002, le Pentagone a dressé une série de cartes qui délimitaient toute cette partie de l'Afrique comme un couloir terroriste. Le discours officiel du Pentagone était que ces terroristes étaient venus d'Afghanistan, dont ils avaient été chassés par les forces américaines. On sait maintenant que c'était faux. Ils étaient passés par le pays de Ben Laden, le Soudan, et pour rejoindre des terroristes en Afrique du Nord, ils étaient arrivés par cette ceinture en forme de banane. Jeremy Keenan, un professeur et essayiste britannique, a passé 40 ans à étudier le Sahara. Il soutient que le discours de l'engagement militaire des États-Unis pour la région n'est pas seulement sécuritaire. Il y a eu à cette époque aux États-Unis quelque chose de plus important peut-être que le 11 septembre. La publication de ce qu'on appelle communément le rapport Cheney. C'était le premier ordre exécutif donné par le président Bush après son arrivée au pouvoir. Et il consistait à faire le point sur la crise énergétique aux États-Unis. En 1997, l'importation de l'énergie et du pétrole dépassait le niveau de 50%. Psychologiquement, c'était un seuil critique. Ce rapport se focalisait sur les futures ressources de pétrole et naturellement sur l'Afrique, qui promettait de devenir le premier fournisseur de pétrole de qualité susceptible d'alimenter les infrastructures américaines. Encore plus que le Golfe. Si bien que d'un seul coup, l'Afrique a pris une importance cruciale pour la classe politique à Washington. Et plus particulièrement le Sahel, avec au nord, en Algérie et en Libye, les plus grandes réserves pétrolières d'Afrique, et au sud, celles du golfe de Guinée. De surcroît, le Sahara serait riche de gisements pétrolifères encore vierges.
Soudain, on s'est mis à parler officiellement du développement d'Al-Qaïda dans cette région d'Afrique. Et c'est ce qui a permis aux États-Unis de justifier un nouveau front contre le terrorisme en Afrique. Deterring and defeating transnational threats, preventing future conflicts, supporting humanitarian and disaster relief efforts, and protecting U.S. security interests. That's the mission of U.S. Africa Command. Ils se sont dit qu'il leur faudrait un poste de commandement séparé, un QG qui se concentrerait sur l'Afrique. Le gouvernement Bush, c'est Donald Rumsfeld qui était à la tête du Pentagone à l'époque, a décidé de créer ce poste de commandement exclusif. Les États-Unis sont le seul pays au monde à avoir divisé la planète en secteurs militaires distincts, qu'ils surveillent et dans lesquels ils possèdent des bases. Il y a Northcom, PACOM, Southcom, EUCOM, CENTCOM et maintenant AFRICOM. Derrière ses intentions déclarées de lutter contre le terrorisme et de fournir de l'assistance humanitaire, AFRICOM s'est implanté sur tout le continent en organisant des exercices militaires avec un nombre croissant de pays africains. Mais est-ce là la seule raison d'être d'AFRICOM ? Pékin s'est fermement établi comme un contrepoids aux intérêts français et américains sur le continent. À partir des années 2000, la Chine va les prendre de vitesse, comme dans le reste du monde, en devenant le plus gros partenaire commercial de l'Afrique. Les Chinois sont arrivés sur ce continent au moment où finalement toutes les puissances occidentales, et en particulier les Français, étaient en train de donner des leçons aux Africains en disant il faut faire des élections, il faut la démocratie, et puis surtout il y avait les plans d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale. Les Chinois sont arrivés, ils ont dit aux Africains nous, on vous donne pas de leçons, on s'ingère pas dans vos affaires politiques. Les dettes, on vous donne tout l'argent. Finalement, les Occidentaux, c'est très bien, ils vous ont annulé les dettes, ils ont passé l'ardoise. Mais nous, auprès de nous, on vous donne des prêts énormes à taux zéro. Donc, ils ont fait le contraire de ce qu'ont fait les Français et les Occidentaux, et ils sont devenus les rois du pétrole, c'est le cas de le dire. Ça veut dire qu'ils ont accès à toutes les matières premières stratégiques. Dans ce câble diplomatique de 2010 révélé par Wikileaks, un assistant du secrétaire d'État américain qualifie la Chine de concurrent économique agressif, pernicieux et dépourvu de morale. L'objectif réel des États-Unis en Afrique est de mettre en place des mécanismes qui assurent l'accès à des ressources stratégiques essentielles aux industries clés américaines, ainsi que l'accès au pétrole, afin de se poser comme contrepoids à la Chine. La Chine se livre elle aussi à une course pour acquérir le plus de minerais, de pétrole et d'autres ressources naturelles possibles pour ses industries. Les États-Unis, bien qu'ils ne soient peut-être plus une puissance industrielle majeure, ont une industrie militaire qui dépend largement de minerais qui ne se trouvent qu'en Afrique. AFRICOM va être le moyen de consolider les intérêts américains sur le continent africain. Mais quand le Pentagone veut installer son poste de commandement sur le terrain, les choses ne se passent pas comme prévu. Les Américains cherchaient à établir le siège d'AFRICOM ainsi qu'un siège de la CIA pour l'Afrique au Mali. Le problème, c'est que les Africains ont une position commune actuellement de refuser l'établissement de nouvelles bases militaires. Cette opposition a obligé les Américains à installer la base de commandement d'AFRICOM à des milliers de kilomètres de là, à Stuttgart, en Allemagne. La résistance contre toute présence militaire américaine est longtemps menée par un leader africain charismatique et fort riche, le même qui est depuis des décennies une sérieuse épine dans le pied de l'Occident.
Dès le début de sa carrière en tant que dirigeant politique, Mouammar Kadhafi s'est opposé à toute présence militaire étrangère en Afrique. Une des premières choses qu'il a faites après son arrivée au pouvoir en 1969 a été d'expulser les bases militaires britanniques et américaines de Libye. Et la position de Kadhafi jouissait d'un soutien politique considérable sur le continent. Nelson Mandela partageait quasiment le même point de vue. Il n'était pas question que des forces africaines soient commandées par des représentants militaires étrangers, ni que des militaires étrangers occupent une partie de l'Afrique ou opèrent sur son sol. Kadhafi a joué une partie complexe avec les pays occidentaux. Le président Ronald Reagan le qualifie de chien fou du Moyen-Orient et tente de l'assassiner en 1986 en bombardant son palais. Sans succès. Les immenses réserves pétrolières que Kadhafi a nationalisées quand il a pris le pouvoir lui assurent une véritable indépendance et un ascendant sur l'ensemble du continent. À partir des années 90, Kadhafi est devenu une sorte de sommité, une voix prépondérante et sûrement l'une des plus fortes à défendre l'intégration africaine absolue. Il était considéré dans toute l'Afrique comme le successeur de Kwame Nkrumah en ce qui concerne la vision de l'unité africaine. Et ce n'était pas que des belles paroles. Kadhafi tenait non seulement à accélérer ce processus d'intégration, mais aussi à le financer. L'argent du pétrole libyen permet à Kadhafi de développer des projets ambitieux. 300 millions de dollars pour le premier satellite panafricain Rascom. Et 30 milliards pour le plus grand système d'irrigation au monde. En puisant dans les immenses réserves d'eau douce sous le Sahara, il transforme des dizaines de milliers d'hectares de désert libyen en terres agricoles. Kadhafi démontre ainsi que l'Afrique peut se développer sans passer par les banques occidentales ou le Fonds monétaire international. À coût de dizaines de milliards de dollars, la Libye a financé un grand nombre d'institutions économiques comme la Banque africaine de développement ou le Fonds monétaire africain. L'Afrique allait développer ses propres solutions, mettre en place ses propres programmes. Donc l'Afrique, du point de vue de Kadhafi et sous son leadership, est ainsi devenue de plus en plus un bloc et non plus une série de nations individuelles disparates avec lesquelles on pouvait négocier en tête-à-tête et qu'on pouvait monter les unes contre les autres. Lorsque Kadhafi est élu président de l'Union africaine en 2009, les Américains s'inquiètent. Dans un câble révélé par Wikileaks, il note que la Libye va chercher à utiliser la présidence de Kadhafi pour le glorifier et promouvoir son projet d'États-Unis d'Afrique. Les multinationales américaines ont aussi leurs problèmes avec le dirigeant libyen. En particulier, lorsqu'il décide d'annuler un contrat d'1 milliard de dollars avec Bechtel, la plus grande entreprise de travaux publics aux États-Unis, qui entretient des liens étroits avec Washington. Le fait qu'une compagnie ayant le savoir-faire et l'assise financière de Bechtel ne soit pas parvenue à décrocher ce contrat est un avertissement pour les entreprises américaines et occidentales qui cherchent à s'implanter sur le marché libyen en pleine expansion, ainsi que pour les autres entreprises américaines qui envisageraient d'y investir. Kadhafi se met aussi à dos la France. Après avoir été courtisé par le président Nicolas Sarkozy, le dirigeant libyen annule de gros contrats d'armement. On oublie à quel point Sarkozy avait déroulé le tapis rouge à colonel Kadhafi en décembre 2007 et le colonel Kadhafi, en échange, lui avait promis 14 milliards de dollars de contrats. Il y avait une shopping list absolument incroyable. Finalement, Kadhafi a ridiculisé Nicolas Sarkozy parce qu'il n'y a rien eu du tout ou très très peu de choses par rapport à ce qui avait été promis. En mars 2011, alors que le printemps arabe se répand en Afrique du Nord, la France et les États-Unis décident d'agir.
le Conseil de sécurité des Nations Unies donne son aval. La protection des droits de l'homme justifie la guerre. Nos forces aériennes s'opposeront à toute agression des avions du colonel Kadhafi contre la population de Benghazi. We hit Gaddafi's troops in neighboring Ajabiyah, allowing the opposition to drive them out. We hit Gaddafi's air defenses. C'est la première guerre d'Africom et son commandant en chef est le premier président afro-américain. Pour reprendre les mots du gouvernement Obama, le rôle des États-Unis dans la guerre contre la Libye consistait à diriger par derrière. Mais le plus intéressant, c'est que la guerre a été ouverte et dirigée d'abord par Africom, puis la mission a été reprise par l'OTAN. En d'autres termes, ceux qui mènent les opérations à l'OTAN sont eux-mêmes dirigés par les États-Unis qui commandent officiellement l'OTAN. En plus de ça, après l'arrêt des bombardements et avoir fait l'éloge des alliés en Libye, Obama a révélé qu'un certain nombre de bombardements français avaient en réalité été effectués par des pilotes américains. L'intervention en Libye est aussi une façon d'envoyer un message aux autres États-nations africains. S'ils se lancent dans un processus de défiance radicale visant à une indépendance radicale, dans un processus nationaliste et anti-impérialiste, il pourrait y avoir des conséquences qui ne sont plus de l'ordre de l'hypothèse. Cela revient à envoyer le signal clair aux États africains qu'il y a des limites dans lesquelles ils doivent opérer et qui ont été fixées par les opérations militaires américaines. En intervenant en Libye, en intervenant quelques mois plus tard au Mali, la France veut réaffirmer son rôle de puissance internationale qui a droit de siéger comme membre permanent au Conseil de sécurité. Je crois qu'on ne le dit pas souvent, mais je crois que l'objectif essentiel de la France est de dire nous sommes une grande puissance. Peut-être nous n'avons pas la puissance économique que nous avions avant, mais nous sommes un grand acteur pour la paix et la stabilité dans le monde. Dans ces confrontations en Mali, personne ne sait exactement ce qui s'est passé puisque les médias ont été tenus à l'écart de la guerre.